Voilà, ça va mieux marcher. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, malgré l'orage qui peut arriver très bientôt, mais on va passer à côté ce soir. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue à la Casemate. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés nous voir à d'autres occasions, et notamment pendant les événements que nous appelons les soirées cultes. Ce sont des événements qu'on a commencé il y a un petit peu plus d'un an maintenant pour décortiquer des films, des œuvres de culture populaire avec l'aide d'experts scientifiques. Et donc c'est quelque chose que nous on adore faire à la Casemate, croiser un petit peu les sciences et la fiction, voir ce qui est réel dans la fiction et puis se poser plein de questions. Et au cours de l'une de ces soirées qui traitait du film Interstellar, nous avons fait la rencontre de Richard Taillet. Et Richard Taillet, donc il est enseignant à l'université Savoie-Mont-Blanc. Il est aussi directeur de l'UFR Sciences et Montagnes et chercheur au laboratoire d'Annecy de physique théorique dans l'équipe d'astrophysique et de cosmologie. Et en fait, depuis 2012, il a lancé une série de vidéoconférences qu'il fait à la fois en ligne et puis aussi en présentiel, qui s'appelle Le quart d'heure insolite. Donc il adore faire de la médiation scientifique et puis partager ses connaissances d'un point de vue un petit peu insolite en abordant des questions qu'on se pose tous. Et ça nous a beaucoup intéressés puisqu'on s'est un peu retrouvés dans cette initiative et on l'a invité à faire 2 cartes blanches pendant cette année 2023 à la Casemate. Et donc avec une première conférence ce soir sur le thème chercheurs ou super-héros. Alors on aura également 2 autres événements qui vont être dans la même thématique au cours de l'année. Une deuxième soirée culte cette année, donc là où on est plus sur décortiquer une œuvre, un film de science-fiction, de culture populaire, et on va s'intéresser à la série Hunger Games. Ça sera le jeudi 12 octobre à la même heure, on fait tout au même horaire, comme ça on ne se trompe pas. Et puis Richard Taillet reviendra nous parler de la marche. La marche à travers aussi la culture populaire. Et ça sera le 7 décembre 2023, toujours au même horaire. Et alors ce soir, on n'est pas tout seul à animer cette soirée. Si vous êtes déjà encore une fois venus dans les soirées cultes, ce sont des soirées qu'on aime faire un petit peu conviviales et puis rigolotes en même temps. Et donc on a demandé à 2 étudiantes qui sont portées volontaires de venir avec nous pour animer cette soirée, et notamment un quiz qui va parler de comics, de super-héros, de recherche. Et on va tester un petit peu quelles sont vos connaissances sur le sujet juste avant d'entrer dans la conférence elle-même. Et donc on démarrera par ce petit quiz en 2 parties qu'elles vont toutes les 2 nous présenter. Donc elles sont étudiantes en première année de master en communication et culture scientifique et technique à l'université Grenoble-Alpes. Ensuite, on passera donc à la conférence de Richard Taillet qui devrait durer environ 45 minutes. Et puis à la fin de la conférence, on vous invitera, si vous le souhaitez, à poursuivre les discussions avec Richard dans l'espace convivial juste avant de ressortir. On vous offrira un petit verre et puis des bonbons pour bien terminer la soirée avant de rentrer chez vous. Ah ouais, là, il faudra rester jusqu'à la fin pour avoir les bonbons. Donc, restez motivés. On sera là. Voilà, il me reste à demander à Lisa Troalen et Amy Vanotti, nos 2 étudiantes du soir, à venir animer ce quiz, ce premier quiz, et puis à vous souhaiter une très bonne soirée. Qu'adviendra-t-il de moi si je rate ton test? Ava. Ce sera grave.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus. Merci à Audrey pour cette belle introduction. Comme Audrey l'a annoncé, du coup, nous, on va vous présenter un petit quiz sans pression. Il n'y a pas trop d'enjeux, si ce n'est de tester vos connaissances personnelles et de passer un bon moment. Donc, voici ce petit quiz qui s'intitule « Chercheur ou super-héros ». On va commencer du coup avec une première partie. Vous êtes prêts déjà ? Ouais, vous êtes prêts ? Allez, on y va. Première question, donc on va s'intéresser à Olivia Octopus, donc le docteur Octopus, et la question est la suivante. Dans quel film le docteur Octopus est incarné par une femme ? Est-ce que c'est la réponse A, Spider-Man 2 ? Est-ce que c'est The Amazing Spider-Man ? Est-ce que c'est Spider-Man New Generation ou Spider-Man No Way Home ? On va faire un principe où vous allez lever la main. Qui pense que c'est la réponse A ? Personne. Réponse B ? Ouais. Réponse C ? Un petit peu plus de monde. Et réponse D ? C'était donc la réponse C, effectivement, Spider-Man New Generation. Vous attendiez peut-être à ce qu'on parle de Otto Octavius, donc le Docteur Octopus, qui est donc un super vilain qui évolue dans l'univers Marvel et qui est souvent incarné par un homme, notamment dans Spider-Man 2 ou dans Spider-Man No Way Home. Et effectivement, dans le film d'animation Spider-Man New Generation, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Merci. Le docteur Octopus est effectivement incarné par une femme du nom de Olivia Octavius. C'est une scientifique d'Alchemax ainsi que la conseillère scientifique de Wilson Fisk, qui est donc surnommé le Caïd, qui est le super méchant du film. Donc voilà, félicitations. On peut passer à la deuxième question. Donc, question 2. Dans Les 4 Fantastiques, quelle est la spécificité du scientifique Reed Richards ? Réponse A, il a le pouvoir de rendre son corps totalement malléable. La B, il a le pouvoir de se rendre invisible. La C, il peut enflammer son corps et générer des flammes. Ou la D, il est un colosse de pierre de couleur orangée, doué d'une force et d'une résistance titanesque. Pour la A, okay. La B, la C et la D. Et c'était effectivement la réponse A. Depuis qu'il a été irradié par des rayons cosmiques lors d'un vol dans l'espace, Reed Richards a le pouvoir de rendre son corps totalement malléable. Il peut s'étirer, se déformer, s'étendre ou bien se comprimer. Il peut s'enrouler autour de ses adversaires, les immobiliser, agrandir ses poings. Il peut aussi aplatir son corps pour, par exemple, le faire passer sous une porte ou former une sphère en se contorsionnant. Maintenant, on va s'intéresser à la série de Flash qui est sortie en 2014. La question est la suivante. Comment Barry Allen, le scientifique pour la police de Central City, est-il devenu Flash ? Est-ce que, réponse A, il a été frappé par un éclair provoqué par l'explosion d'un accélérateur de particules ? Est-ce que, réponse B, il a été bombardé de rayons cosmiques ? Est-ce qu'il est tombé dans un réservoir d'anguilles et il a été électrocuté ? Ou bien, est-ce qu'il subit des expériences scientifiques pour améliorer ses capacités ? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Réponse A ? Ouais. Réponse B ? Réponse C ? Réponse D ? Moins de succès, la D. Et effectivement, c'était la réponse A. Barry Allen est devenu The Flash après avoir été frappé par la foudre lors d'un accident dans son laboratoire de police à Central City. Donc, dans la version traditionnelle de l'histoire, publiée chez DC Comics, un éclair va frapper une étagère qui va être remplie de produits chimiques, ce qui va plonger Barry dans un bain de produits chimiques électrifiés. Un accident catastrophique qui va modifier son métabolisme et qui va lui donner des super pouvoirs, notamment de la super vitesse. Ensuite, question 4. Oui, bien évidemment. Oui, c'est sûr. En cas d'orage, vous traînez pas dans un laboratoire avec des produits chimiques. À éviter, c'est plus sage. Question 4. Dans quel domaine Jane Foster, alias Mighty Thor dans le dernier Thor qui est sorti au cinéma, est-elle experte dans les films Marvel ? Réponse A, la génétique. Réponse B, la biologie. Réponse C, les neurosciences. Ou réponse D, l'astrophysique. Pour la réponse A, la B,
la C et la D du coup. C'est effectivement la réponse D. Donc le docteur Jane Foster est l'une des plus grandes astrophysiciennes du monde Marvel, la plus grande astronome du monde, la créatrice de la théorie Foster, ainsi que l'une des plus grandes expertes d'Asgard. Elle a retrouvé Thor après qu'il ait été banni d'Asgard et soit tombé sur Terre, alors qu'elle et son équipe étaient au Nouveau-Mexique pour étudier des anomalies astronomiques. Donc, elle faisait partie des victimes de Thanos lors de l'éradication de la moitié de l'univers. Et lorsqu'elle est ressuscitée 5 ans plus tard, elle découvre qu'elle a un cancer de stade 4. Et quand elle visite la nouvelle Asgard, les morceaux du marteau brisé de Thor se rassemblent à son contact et se présentent à elle, lui accordant donc des capacités surhumaines. Et elle l'opéra donc sous le nom de Mighty Thor. Est-ce que vous connaissez Iron Man ? Ouais, vous connaissez ? Alors, dans quel pays Tony Stark est-il attaqué et enlevé par des terroristes alors qu'il présentait sa dernière création, le missile Jericho ? Est-ce qu'il était en Afrique du Sud, réponse A, en Afghanistan, réponse B, est-ce qu'il était au Mexique, réponse C, ou en Albanie, réponse D ? Réponse A, réponse B, Afghanistan, réponse C, et réponse D, personne. Eh bien, la réponse était l'Afghanistan. Dans le film Iron Man, du coup sorti en 2008, Tony Stark il est attaqué et enlevé par des terroristes dans le pays fictif du Moyen-Orient appelé le Kunar, qui est situé en Afghanistan. Et donc Tony Stark est capturé par un groupe connu sous le nom des 10 Anneaux et il est contraint de fabriquer des armes pour eux. Mais là, il décide un petit peu de s'émanciper et de construire plutôt l'armure d'Iron Man et de s'échapper pour devenir un super-héros. Restons un peu dans le même univers et on va parler de Hulk. Comment le docteur Bruce Banner est-il devenu Hulk ? Réponse A, il a été bombardé par des rayons gamma. Réponse B, il a mangé trop de brocolis. Réponse C, il a subi une opération pour booster ses capacités. Ou la réponse D, on lui a injecté de l'eau des égouts de Gotham. Donc pour la réponse A, bonne majorité quand même. Réponse B, réponse C, et la D, personne non plus, et c'était effectivement la réponse A. Le docteur Robert Bruce Banner est un scientifique en biochimie, physique nucléaire et rayonnement gamma. Thaddeus Ross, un collègue, lui a demandé de recréer le sérum de super soldat qui a créé Captain America. Bien que Ross ait choisi de ne pas informer Banner de ce qu'il créait, cependant, quand une exposition à des niveaux élevés de rayons gamma au lieu de rayons Vita a mal tourné, le scientifique a découvert que lorsqu'il était en colère ou provoqué, il se transformait en une énorme créature fougueuse alimentée par la rage, connue sous le nom de Hulk. Merci Lisa. Et du coup, on va passer à la question 7. Quel est l'autre nom de Janet Van Dyne, qui est un personnage de Ant-Man ? Est-ce que c'est la fourmi ? Est-ce que c'est l'araignée ? Est-ce que c'est la guêpe ? Ou est-ce que c'est la coccinelle ? Je vois que ça réfléchit. Je vous laisse 2 minutes. Qui pense que c'est la réponse A ? La fourmi. Qui pense que c'est la réponse B ? La réponse C ? Une grande majorité. Et la réponse D ? Personne. Vous avez raison, c'est bien la réponse C. L'autre nom de Janet Van Dyne, personnage de Ant-Man, c'est bien la guêpe ou The Wasp en anglais, avec un anglais parfaitement américain, comme vous pouvez le voir. Donc Janet Van Dyne, c'est la cofondatrice des Avengers dans l'univers de Marvel. Et savoir que Janet possède des capacités similaires à celles d'Ant-Man, notamment la capacité de rétrécir et de voler grâce à un équipement spécial, ainsi qu'une maîtrise des arts martiaux. Rien. Pas mal, pas mal. Dernière question pour cette partie du quiz, on va parler un peu de Spider-Man. Comment s'appelle la deuxième personnalité du scientifique Norman Osborn dans le premier Spider-Man avec Tobey Maguire ? Réponse A, le pitre vert. Réponse B, le bouffon vert. Réponse C, le clown vert. Réponse D, le farceur vert. Pour la réponse A, personne. La B, bonne majorité. La C et la D, c'était effectivement la réponse B.
Norman Osborn était un scientifique célèbre, fondateur et PDG d'Oscorp, spécialisé dans la recherche militaire. En créant un activateur de performance puissant, mais instable, qui était censé donner une force accrue aux individus, Osborn a pris l'activateur lui-même, ce qui a augmenté sa force à des niveaux surhumains. Mais il a commencé à développer un trouble dissociatif de l'identité, qui s'est manifesté dans le psychopathe sadique chaotique, connu sous le nom de bouffon vert. C'était la dernière question pour cette partie. On va pouvoir passer à la deuxième partie de ce quiz qui s'appelle donc chercheur, super-héros ou les deux. Le concept est simple, c'est dans le titre. Je vous donne le nom d'une personnalité, vous me dites si c'est un chercheur, un super-héros ou les deux. C'est clair pour vous? Ok. Première personnalité, Bruce Wayne. Alors chercheur, super-héros ou les deux? Super-héros, une grande majorité, super-héros. Vous êtes trop fort, on ne peut pas vous tromper. Hein. Oui, c'est bien un super-héros. Donc en tant que Bruce Wayne, il est super riche, ouais. Effectivement, exactement. il n'a aucun pouvoir. Il a deux facettes, celle d'un homme d'affaires accompli et celle d'un super-héros. Donc en tant que Bruce Wayne, il est directeur de Wayne Enterprises qui sont hérités de sa famille et il va utiliser donc sa fortune pour financer ses activités de super-héros, notamment en développant tout un arsenal de gadgets et de véhicules. Et en tant que Batman, il va bien sûr contribuer à se battre contre le crime à Gotham City. Voilà, donc super-héros. Deuxième personnalité, Caitlin Snow. Est-ce que c'est une chercheuse, une super-héros ou les deux? Une petite idée? Non, personne? Eh bien, c'était les deux. Caitlin Snow, dans l'univers DC Comics, et plus spécifiquement dans la série télé The Flash, dont on a parlé tout à l'heure, est un personnage qui peut être décrit comme les deux, une chercheuse et une super-héroïne. Initialement, elle est présentée comme une scientifique spécialisée en biochimie et en médecine, travaillant au laboratoire Star Labs à Central City. Au fil de la série, Caitlin Snow développe des capacités surhumaines liées à son alter ego, Killer Frost. Elle acquiert des pouvoirs de manipulation de la glace et peut générer du froid extrême. Elle devient alors une super-héroïne en aidant The Flash et l'équipe à combattre des menaces. On reste avec les femmes. Rosalind Franklin. Est-ce que c'est une chercheuse, est-ce que c'est une super-héroïne ou est-ce que c'est les deux? Chercheuse, c'est unanime. Et oui. Tout à fait, Rosalind Franklin. Donc, c'était pas une super-héroïne, mais une scientifique renommée du domaine de la biologie moléculaire. Vous savez un petit peu ce qu'elle a fait? Bon, c'est écrit. Bon, oubliez. Elle a participé. Malheureusement. Tout à fait, exactement. Des travaux très importants pour découvrir la structure de l'ADN grâce à son travail de cristallographie au rayon X. Et effectivement, c'est une histoire assez tragique. Manque de reconnaissance de ses pairs, manque de reconnaissance de ses travaux. Le prix Nobel lui a été raflé par deux personnes, James Watson et Francis Crick. Tout à fait. Mais heureusement, il y a un happy ending pour Rosalind Franklin parce que maintenant la vérité a été rétablie et on lui doit beaucoup et on reconnaît que c'est une personnalité pionnière dans les travaux de biologie moléculaire. Prochaine personnalité, peut-être que ça vous dit quelque chose, Nikola Tesla. Est-ce que c'est un chercheur, un super-héros ou les deux? C'est aussi unanime, effectivement, Nikola Tesla. Le nom de famille vous dit probablement quelque chose. C'était un chercheur qui a travaillé notamment sur des concepts tels que la distribution d'électricité à courant alternatif, les moteurs électriques à induction et la transmission sans fil de l'énergie électrique. L'importance des contributions de Tesla, elle est immense et son travail, il a eu un impact considérable sur le développement de l'électricité, des communications et de la technologie en général. Tout à fait. Cinquième personnalité, Pamela Lillian Isley. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une chercheuse, une super-héroïne, les deux? Vous avez des idées? Illustre inconnue? Au hasard, vous diriez quoi? Une super-héroïne? Vous avez du flair. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça.
C'est une super-héroïne. Donc Pamela Lillian Isley, elle est mieux connue sous le nom de Poison Ivy. Et ouais. Donc c'est un personnage de l'univers de DC Comics qui est souvent représenté comme une antagoniste ou une anti-héroïne, mais pas spécifiquement comme une chercheuse scientifique, bien qu'elle ait de l'attrait pour la botanique. D'ailleurs, elle développe une fascination assez obsessionnelle pour les plantes et elle crée une capacité, elle a une capacité assez unique à communiquer avec elles. Donc, en raison de diverses expériences et expositions à des produits chimiques, elle acquiert des capacités surhumaines. Et on peut citer notamment la résistance accrue aux toxines ou alors la capacité de contrôler et de manipuler les plantes, ce qui n'est pas rien. Et enfin, dernière personnalité, Jocelyn Bell Burnell. Chercheuse, super-héroïne, ou les deux? Chercheuse, les deux, on ne sait pas trop. Eh bien, c'est une chercheuse. Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne britannique de renommée. Bien qu'elle ne soit pas un personnage de fiction, ses contributions dans le domaine de l'astronomie sont souvent considérées comme héroïques dans le sens de la découverte scientifique. Elle est célèbre pour son rôle dans la découverte des premiers pulsars, des étoiles à neutrons qui émettent des signaux réguliers de radio. C'est en 1967, alors qu'elle était étudiante diplômée de l'université de Cambridge, qu'elle a été membre de l'équipe qui a observé pour la première fois ces signaux mystérieux. Sa contribution majeure dans cette découverte a été saluée, bien qu'elle n'ait pas reçu le prix Nobel de physique attribué à ses superviseurs. Voilà. Encore une fois. Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit quiz. Merci. On vous laisse maintenant avec Richard Taillé pour la conférence du quart d'heure insolite. Merci. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça marche mieux. Et le petit bouton, est-ce que je vais avoir assez de mains? Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup pour le quiz, hein, c'était très chouette. Il y a des choses qu'on va retrouver dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Alors avant de me lancer dans le vif du sujet, donc juste que vous sachiez à quoi vous attendre. Ces quarts d'heure insolites, là, ce sont des conférences que je donne habituellement à l'université, devant un public d'étudiants, mais pas que. Et l'idée de départ, et que j'essaie de conserver tout au long des conférences, ça c'est la 29e aujourd'hui, c'est pas seulement d'aborder des sujets insolites ou étonnants ou inhabituels, mais c'est aussi d'essayer de frustrer les gens. Je vous préviens. C'est-à-dire qu'il y aura des réponses, mais pas que. Il y a des choses, simplement, je ne les donnerai pas. Simplement, des fois parce que je ne les connais pas ou parce que je n'ai pas envie. On peut discuter après s'il y a des choses que vous voulez discuter plus loin, mais voilà, ça ne va pas être quelque chose de fini et de fermé. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et ce n'est pas qu'une excuse parce que j'aurais mal préparé le truc. Pas du tout. C'est voulu d'un bout à l'autre. Alors, donc pour l'édition d'aujourd'hui, alors le titre qui est ici, Scientifique et super-héros, a un petit peu changé par rapport au programme. J'espère que vous allez rester quand même. Ça s'appelait Chercheur ou super-héros. Et voilà, j'ai voulu changer un peu subtilement ce que je voulais raconter, donc j'en ai profité pour changer le titre. Mais je vais vous en dire plus dans 2 minutes. Alors, avant toute chose, il y a une affiche qui a été faite pour cette conférence et je veux vraiment rendre hommage à Clément Fabre, qui est le dessinateur de bande dessinée, hein, c'est son métier, qui me fait toujours la gentillesse, l'honneur, le plaisir de faire des dessins pour les affiches. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il a dessiné. À chaque fois, la consigne, elle est simple, je lui dis, tu fais ce que tu veux. Je lui dis, en gros, ça va parler de super-héros, bim. Voilà, donc il a fait ça et vous allez voir que ça touche en plein dans le mille de ce que je veux raconter. Ça a été assez souvent le cas. Donc voilà, je voulais le remercier publiquement pour cette affiche. Et j'en profite du coup, puisqu'on a un bel écran et on a de quoi projeter des belles images, pour vous montrer 2 autres images qu'il a faites pour d'autres affiches pour des conférences précédentes. Il avait fait celle-ci, c'était une conférence sur Humason, qui était c'est pas du tout Thomas, c'est Milton Humason, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Thomas. Bref, c'est un astronome sur lequel j'avais fait une conférence, un quart d'heure insolite, et j'avais juste adoré cette affiche, elle est vraiment magnifique, je trouve. Et j'avais fait un quart d'heure insolite où j'avais invité Florence Porcel, et c'était en entretien avec elle, en fait. Et voilà, il avait fait aussi cette affiche qui est inspirée d'une bande dessinée faite par des amis à lui. Enfin bref, voilà. Donc il avait fait ça, c'était très chouette. Merci Clément. Alors, vous voyez que là, j'ai retransformé le « et » en « ou ». Scientifique
ou super-héros? Donc ça, c'est la question du jour. Vous avez 3 heures, prenez une feuille, je ramasse et je note. Alors, plus précisément, ce qui va se passer aujourd'hui, là, dans la conférence, c'est que je vais essayer d'arriver à donner un élément de réponse à les scientifiques peuvent-ils sauver le monde? Alors, je vous parlerai tout à l'heure de Dirac. Il y en a qui connaissent Dirac. Dirac, c'est un savant, un scientifique du début du XXe siècle, qui était physicien théoricien. S'il avait eu cette consigne-là, il aurait regardé les gens, il aurait dit non, et puis il serait parti. Retenez-le, je vais vous en parler de lui tout à l'heure. Moi, ce n'est pas ça que je vais faire, je ne suis pas Dirac. Donc, je vais un peu tourner autour de la question, et en particulier, un point qui me semble intéressant, c'est d'essayer de voir ce que recouvre donc, la sphère sémantique du mot scientifique, celle du mot super-héros, et de voir quelles sont les intersections. Et pour ça, je vais commencer par essayer d'évoquer avec vous, les représentations qu'on peut se faire autour de certains mots. Et on va commencer par un exercice qui va sembler ne rien avoir du tout avec ce dont je vais parler là. Je vais projeter un mot, et attention, l'exercice pour vous, c'est le suivant. Vous allez essayer de capter la première image qui vous vient en tête. Vraiment la première. OK ? C'est parti. Pim. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois, toi? Ouais. Dans un dessin animé? Ok. Qui d'autre? Un garage que vous connaissez à côté? D'accord. Mario, ah, d'accord, ok. Bon, ma démonstration va être un peu ratée, mais c'est le but du jeu. Mais merci. Mais voilà, moi je vois 2 pieds qui dépassent de sous une voiture avec voilà. Bon. Alors, avec une combinaison, un bleu de travail. Ouais. Merci de jouer le jeu. Merci. Alors, effectivement, et alors moi c'est aussi ce que je vois, et je suis allé demander quand même à un ami qui me semblait un peu représentatif de ce que les gens se font comme image. J'ai demandé à Google. Et quand on tape garagiste et qu'on fait Google Images, alors c'est un peu loin, mais c'est le but aussi, c'est juste de voir en prenant un peu de recul. Il y a beaucoup de bleus, hein. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes. Il n'y a qu'une femme qui est au bout là-bas. À chaque fois, c'est des gens qui sourient. Alors ça, je ne sais pas si c'est représentatif des garagistes, mais je ne vais pas m'avancer ici. Il y en a peut-être parmi vous. Et je ne veux surtout pas me fâcher avec des gens qui peuvent toucher à ma voiture. Donc voilà. Ils ont tous les mains, à peu près tous les mains dans des moteurs. Voilà. Bon. Et il y a quelque chose, quand on y réfléchit 2 secondes, il y a quelque chose de vraiment d'étonnant avec ça. C'est-à-dire que, alors, moi je ne suis pas garagiste, mais j'imagine qu'un garagiste, en fait, il ne passe pas du tout son temps à faire ça. Nous, c'est ce qu'on voit, hein. Mais je pense que le gars, il fait ses factures, il va voir ses fournisseurs, il prend ses rendez-vous, il range son garage, il fait des formations. Enfin, il doit passer un temps non négligeable, une part non négligeable de son temps à faire autre chose que ça. Et pourtant, l'image là, qui revient sur Google, celle-là, l'image qu'on se fait, c'est effectivement une petite partie de l'activité de la personne. Et c'est normal, c'est celle qu'on voit en tant que client. Oui, tout à fait. C'est celle qui est spécifique au métier de garagiste. Alors, maintenant, je vais vous projeter un autre mot. Même exercice. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que vous voyez? Les mêmes. Qu'est-ce que tu vois? Scientifique. Avec des potions, ok. Son ordinateur. Professeur Tournesol, on va le voir passer tout à l'heure, lui, c'est bien. D'autres propositions? Alors, c'est probablement vous qui êtes le plus proche de la réalité, mais... non, ok. Alors, si on demande aussi à Google ce qu'il pense de tout ça, donc il y a beaucoup de blancs ce coup-ci, beaucoup de blues, c'est plus mixte. Il y a beaucoup de fioles, hein, il y a des fioles quand même un peu partout. Voilà, scientifiques, c'est des gens qui jouent avec des fioles, qui font des trucs avec des fioles. Et c'est assez homogène aussi, hein. Et alors là, pour le coup, pour bien connaître le métier de scientifique, moi je ne me reconnais dans aucune de ces images, hein. Celle de remplir une feuille pour demander des sous, je pense que c'est celle où je pourrais à peu près... Non, devant l'ordi aussi, là, devant l'ordi. En fait, on demande des sous devant l'ordi, donc vous avez tous les 2 raison. Et alors, de fait, effectivement, l'image du scientifique, c'est celle-là. Elle recouvre évidemment une toute petite partie des activités des scientifiques, parfois même
aucune, c'est mon cas. Et je parlerai un petit peu tout à l'heure de ce que font les scientifiques. Mais ce que je voudrais maintenant, je voudrais pousser le bouchon un petit peu plus loin avec vous. Je vais vous montrer la représentation qu'on peut voir dans des comics ou des bandes dessinées de moments où la science est évoquée, où le dessinateur a voulu dire attention, là, il y a de la science. Ou bien la personne fait de la science, ou bien c'est un scientifique. Vous savez qui c'est le personne qui tient les fioles là? Ouais, alors c'est Spider-Man, c'est Peter Parker, du coup, effectivement, avant qu'il devienne Spider-Man. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment la première apparition de Spider-Man. Personne ne connaissait Spider-Man et c'est la BD qui développe le personnage, qui l'introduit, et donc ça, c'est avant son accident qui fait qu'il devient un super-héros. Bon. Alors, on peut remarquer qu'effectivement, là, pour le dessinateur, mettre quelqu'un qui manipule une fiole qui fume et puis une autre qui ne fume pas, c'est faire de la science. C'est ça l'imaginaire. Et que ça soit vrai ou non, c'est suffisamment fort comme image pour que les lecteurs s'y retrouvent. Autre point important, puisque j'ai cette planche-là avec ces 3 cases sous les yeux, donc il se fait féliciter par son prof, il va demander à une jeune fille si elle est libre ce soir, et la jeune fille les conduit en allant demander plutôt à l'autre, le gars musclé, le héros du lycée ou du collège, quoi. Voilà, bon. Donc là, il y a aussi une idée dont je vais reparler, c'est l'idée de cette personne qui, du fait qu'elle est scientifique, a des problèmes sociaux, des problèmes relationnels, des problèmes, n'arrive pas à des problèmes avec les filles, quoi. Bon, voilà. Je ne commenterai pas sur ce que ça évoque dans ma vie personnelle, on n'est pas là pour ça. Je vais passer à la suite. Donc, retenez ici, voilà, on identifie le scientifique avec des fioles. Et je vous montre un deuxième, le pendant de ça, quelques mois plus tard, dans le monde de la BD, je veux dire, donc en 1963, la première apparition de ce personnage-là, du coup, qu'on a vu passer tout à l'heure dans le quiz, donc le docteur Octopus, qui, donc ça c'est avant son accident, qui le fait devenir un super-héros. Et là, bon, ça vous dit, le professeur a inventé une machine avec plein de bras, ça lui permet de se protéger des radiations. Et voilà, c'est le seul scientifique, il n'y a que lui qui peut le porter. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Donc, le savant a imaginé un système avec plein de bras, etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il manipule des fioles. Bon. Et on vous dit explicitement que ce qu'il est en train de faire, même, c'est qu'il est en train de faire une expérience nucléaire. Alors, je peux vous assurer que des physiciens nucléaires, il n'y en a pas beaucoup qui manipulent des fioles. C'est plutôt des chimistes, on va dire, mais des physiciens nucléaires, pas tellement. Bon. En tout cas, là encore, c'est une image qui marche pour le lecteur. On peut s'étonner quand même que le gars, il a 6 bras et le seul usage qu'il trouve, c'est d'aller manipuler des fioles avec 6 bras au lieu de le faire à 2. Mais bon, ça, c'est une autre question. Il a son accident, le docteur Octopus, et du coup, ses bras mécaniques deviennent fusionnés en lui et deviennent vraiment des parts de lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il manipule des fioles. Et de manière générale, dans beaucoup de comics de ces années-là, en fait, la science, vous ne la voyez pas. Jamais. Et ce n'est pas ce qui intéresse ni le dessinateur ni le lecteur. Ce qui intéresse, c'est l'aspect super-héros, l'aspect super-pouvoir, les bagarres, etc. Mais on ne vous montrera jamais la science en marche, on ne vous montrera jamais une démarche scientifique dans ces comics-là, à cette époque-là, en tout cas. Bon, j'arrête de dire du mal de ces BD, je ne suis pas là pour ça, il y a peut-être des fans. Alors oui, je voulais faire une remarque sur le terme laboratoire, parce que je dis ça, que c'est complètement, ça ne correspond pas à une réalité, etc. Mais en fait, quand on y réfléchit, moi, l'endroit où je vais travailler, ça s'appelle le laboratoire. Et donc, on imagine quelque chose avec des fioles, etc. Mais pas du tout, ça s'appelle le laboratoire, mais c'est des bureaux avec des ordis. Voilà. Le labo, c'est le mot est resté, mais donc il y a encore cette trace-là quand même de ce que je suis en train de vous montrer là. Elle a quand même persisté dans le langage qu'on utilise encore aujourd'hui. Voilà. Et du coup, je reviens un tout petit coup sur le dessin de Clément, qui effectivement a capturé la fiolitude du super méchant sans que je lui demande. Alors, il y a des gens qui théorisent un petit peu la manière dont sont perçus les personnages scientifiques ou les personnages qui ont un rapport avec la science ou avec la connaissance. Et je vais m'appuyer ici sur cet ouvrage de Rosalind Haynes qui date de 2017, qui donc s'appelle From Madman to Crime Fighter, du fou, du savant fou, on va dire, au lutteur contre le crime.
et il s'intéresse à l'image de la science dans la culture occidentale. Et donc, c'est une analyse vraiment creusée, intéressante, documentée. Je ne vais pas du tout vous la présenter de manière exhaustive, ça n'a aucun intérêt ici, mais il se trouve qu'à un moment, au début de l'ouvrage, elle fait une catégorie, elle classe, on va dire, les scientifiques, les personnages de scientifiques en grandes catégories. Je vais vous les indiquer ici, et je voudrais justement ensuite vous montrer comment ces catégories correspondent à une réalité, ou bien dans la culture, ou bien dans le monde réel. Est-ce qu'il y a des vrais chercheurs qui correspondent à ces catégories? Donc, elle en avait 7 en tout. Moi, j'en ai choisi 5. Il y en a 2 qui, j'aurais pas tellement eu le temps de les développer. Donc, il y a le génie socialement inadapté, le savant fou, l'aventurier héroïque, l'idéaliste et l'alchimiste. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des mots, ça vous parle peut-être pas beaucoup, peut-être simplement le premier. Et ce que je vais faire, c'est quand je vais revenir un à un sur chacun de ces cas, je vais vous demander si ça vous évoque des noms. Moi, à chaque fois, ça m'a évoqué des noms. Je ne sais pas si ça sera les mêmes. Eh bien, c'est parti. Le génie socialement inadapté. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Ou bien dans la vraie vie, pas votre voisin, je ne veux pas savoir, c'est comment. Dans le monde de la science et dans le monde des comics ou même de la culture en général. Non, pas spécialement? Ouais, Tournesol, effectivement. Et je suis trop un devin. Là, c'est un numéro de mentaliste que je suis en train de faire. Voilà. Donc effectivement, il y a lui quand même. Hein. Donc il est vraiment, c'est l'archétype du génie socialement inadapté, effectivement. Donc un savant dans les aventures de Tintin. On le voit pas souvent faire de la science, mais de temps en temps quand même. Et quand il le fait, on comprend que c'est effectivement quelqu'un de génial. On comprend aussi qu'il est complètement incapable d'interagir avec son entourage. Alors d'une part parce qu'il souffre de surdité, mais c'est visiblement pas que ça le problème, si j'ai envie de dire. Bon. Et il se trouve que, alors c'est une remarque que j'ai envie de faire en passant parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais il se trouve qu'il est inspiré d'un personnage réel qui s'appelle Auguste Piccard, qui était un scientifique qui étudiait à la fois la haute atmosphère et les profondeurs marines, avec un même instrument qui est derrière lui, là, quelque chose qui résistait à la pression, donc qui pouvait descendre sans se faire écraser par la pression, mais qui pouvait monter sans exploser sous la pression. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, apparemment, était très maladroit, très timide, avait du mal à s'exprimer. Quelqu'un qui était alors un génie, je ne sais pas, c'est pas du tout mon domaine. Il était, en tout cas, c'est un scientifique reconnu, mais socialement pas très adapté, effectivement. Alors lui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais l'acteur, oui. C'est Jerry Lewis, effectivement. Alors, ça m'a échappé quand j'ai essayé de retrouver tout à l'heure le nom en français. En anglais, c'est Dr. Nutty, N-U-2-T-Y, pour dire un peu foufou, Dr. Foufou. Non. Alors, pas là. Il a fait ça aussi, mais là, il est que savant, un peu folding, quoi. Voilà. Avec, évidemment, des fioles, hein, parce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est un scientifique, mais bon, voilà. Des formules derrière, des formules de chimie, en l'occurrence. Lui, vous le connaissez, même plus que celui d'avant. Donc, c'est qui? Il faut que je quand même l'entendre au moins une fois. Sheldon dans... Waouh, quel ensemble! Big Bang Theory. Donc, alors, lui aussi, il entre dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que, alors, il n'est pas socialement inadapté au même sens que le professeur Tournesol, mais très clairement, voilà, ses réactions avec son entourage pourraient être plus humaines, on va dire. Hein. Bon. Au passage, puisque j'ai ça sous les yeux, les tableaux qui sont dans la série, là, c'est des tableaux qui ont vraiment été écrits par un scientifique. Hein. Il y a un conseiller scientifique et un de ses boulots, c'était d'écrire les tableaux. Donc c'est que des choses qui signifient, qui ont du sens pour quelqu'un dans l'univers, hein, pour les gens qui travaillent dans le domaine à chaque fois qui est représenté. Ça, en l'occurrence, c'est effectivement de la physique des particules là, qui est représentée. Alors, ça s'appuie sur... c'est pas que une image dans la culture. Il y a effectivement des chercheurs, des savants, on va dire, pour ne pas faire d'anachronisme, qui étaient dans ce cas-là, et on ne le sait peut-être pas forcément, mais c'était le cas d'Isaac Newton. Isaac Newton, donc on peut difficilement faire plus génie comme image de génie. Hein, voilà, c'est le génie, en tout cas de la physique du XVIIe siècle. Et donc il a notamment développé la théorie de la gravitation, il a développé la théorie des couleurs, il a développé la théorie de la lumière.
la théorie, il a développé la mécanique, enfin bref, il a inventé la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui en gros. Bon. Et c'était quelqu'un d'introverti, de solitaire et qui avait des relations extrêmement difficiles avec son entourage, qui ne supportait pas la contradiction, ce qui pour un génie est peut-être pas mal, mais pour un scientifique c'est un peu plus embêtant. Et ça effectivement, j'allais dire, ça lui a posé des problèmes. Non. Parce qu'il se trouve, quand on est génie, on peut se permettre. Ça a plutôt posé des problèmes à son entourage. Et effectivement, il y a des gens qui ont essayé de mettre Isaac Newton en défaut sur certaines choses et à raison, et dont la carrière, du coup, a un petit peu souffert, ou en tout cas l'image. C'est le cas notamment de Robert Hooke. Robert Hooke, c'était un physicien, enfin, mais il faisait même plus que de la physique, mais de l'époque, et il a été en conflit constant avec Newton. Enfin, tous les gens avec qui Newton interagissait, ça finissait par du conflit, et on retient finalement que le nom d'Isaac Newton. Et j'ai mentionné tout à l'heure Paul Dirac, donc c'était pour vous préparer mentalement à ce transparent. Donc Paul Dirac, c'était un physicien, un des grands théoriciens de la mécanique quantique du début du XXe siècle. Vous trouverez notamment sur le site qui est ici, tout un tas d'anecdotes. Alors, j'ai pas voulu aller en piocher plein parce que vous ferez ça aussi bien que moi. Il y a Étienne Klein aussi qui, sur sa page, en cite un certain nombre. Vous trouverez des conférences même d'Étienne Klein où il en parle pas mal. Mais bon, essentiellement, c'est quelqu'un, Paul Dirac, qui ne parlait pas quand il n'avait rien à dire, ce qui est plutôt une bonne idée en général. Mais on ne le fait pas beaucoup. Lui, il le faisait vraiment. Quand il disait quelque chose, c'est qu'il y avait du sens derrière. Et très souvent, c'était simplement oui, non, je ne sais pas. Et on raconte notamment, enfin, c'est pas qu'on raconte, il y a une interview qu'il a eue avec un journaliste où tout un tas de questions, c'était juste oui, non. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir développer plus la mécanique quantique? Oui. Est-ce que vous aimez le cinéma? Non. Voilà. Et c'est ça. Au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyeux. Hein, voilà. Bon. Allez, si une petite autre quand même, parce que je l'aime bien celle-là. Il était dans le train avec un autre scientifique, et l'autre scientifique, un peu gêné par le silence, il y a des gens qui n'aiment pas le silence, donc là c'était le cas, et essaye de faire la conversation avec Paul Dirac, et il regarde dehors, il dit « Oh, regardez là-bas, il y a des moutons dehors, ils sont bien tondus, hein, ils sont super bien tondus. » Dirac regarde, dit « Oui, de ce côté-là, ils sont bien tondus. » Paul Dirac. Et alors, j'ai mis génie socialement adapté, c'est vraiment un grand nom, hein, lui, de la mécanique quantique. Il n'est pas forcément connu du grand public parce qu'il a fait des choses qui sont quand même extrêmement théoriques et techniques, on va dire, donc c'est plus difficile à vulgariser et à se rendre compte, mais c'est effectivement le cas. Deuxième archétype, le savant fou. Est-ce que vous avez des images dans la tête de savant fou? Ah, Géo trouve tout, c'est pas mal. Ok, j'achète. Ah oui, oui. Léonard, le génie. Léonard est un génie, ouais. Ok. Écoutez, on revient dans une semaine, je vais mettre à jour mon... Alors, il se trouve que, non mais effectivement, c'est riche, hein, le savant fou, parce que dans le monde en particulier dans le monde quand on veut raconter une histoire, c'est un terreau fabuleux, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec cette image de savant fou, effectivement. Là, j'en ai pioché un au hasard, mais bon, voilà, c'est juste pour dire que ça date pas de maintenant, même au cinéma. Ça, c'est une image de cinéma de 1934. Mais alors, les savants fous, donc j'ai sous-titré, et les super méchants, on en parle. Ils sont quand même plutôt du côté obscur de la force en général. Alors, ceux que vous avez cités, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont fous gentils. Donc, c'est vrai que du coup, je mettrai un petit bémol à ça. On va dire qu'il y a beaucoup de super méchants, voilà, qui émargent à la catégorie savant fou. Donc là, je vous en ai montré un, mais bon. Alors, là, je suis un petit peu embêté pour le but de cette conférence, qui est de confronter le réel et l'imaginaire. C'est qu'il n'y a pas vraiment de savants fous dans ce sens-là dans l'histoire des sciences. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de savants qui sont méchants, il y en a plein. Il n'y a pas de savants qui sont devenus fous, c'est pas vrai non plus, il y en a. Mais ce n'est pas le savant fou dans le sens où, voilà, des exemples que vous avez donnés là. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui s'en rapproche, mais c'est dans une catégorie un peu différente, qui est celle que je vais traiter tout à la fin, qui s'appelle les alchimistes. Et en fait, dans les alchimistes, les deux catégories se marchent un petit peu dessus. Il y en a peut-être que je vais présenter que vous auriez mis dans cette catégorie-là.
Troisième catégorie, extrêmement riche celle-là, et où je vais passer un peu plus de temps, qui s'appelle donc l'aventurier héroïque. Donc là, c'est la personne qui effectivement fait de la science et est amenée pour ça à se lancer dans des aventures, ou bien physiques, vraiment des expéditions, etc., ou bien des aventures dans le monde intellectuel, aller explorer des champs que absolument personne n'a explorés. On pourrait se dire, bah oui, ça c'est la science. Hein. Non, c'est pas la science. Il y a des gens en science qui explorent des champs déjà explorés, il y en a même plein. Donc, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Alors, je vais en montrer quelques-uns aussi. Moi, ce que ça m'évoque rapidement, c'est au XIXe siècle, les personnages de Jules Verne. Jules Verne écrit des romans d'aventure qui se basent sur des faits qu'il dit être scientifique ou qu'il veut être scientifique, donc ça s'y prête extrêmement bien. Donc là, c'est une gravure qui est Autour de la Lune de 1872, dans lequel il imagine que des scientifiques sont lancés d'un obus jusqu'à la Lune, enfin plutôt jusqu'à l'orbite lunaire. Et là, ça vous montre le point où les scientifiques arrivent à l'exact endroit où la gravitation de la Terre contrebalance exactement la gravitation de la Lune. Et le personnage, et donc Jules Verne dit que les gens deviennent en apesanteur. Il n'emploie pas ce mot-là, mais c'est ce qu'il dit. Bon. Et d'où la gravure. Alors, c'est complètement faux du point de vue de la physique. C'est-à-dire que l'apesanteur, c'est pas ça du tout. C'est pas à cet endroit-là que ça arrive, et c'est pas comme ça que ça marche. Dans le récit, ça marche, voilà, on est content, on voit un truc rigolo, mais par contre, du point de vue de la science, il y a vraiment quelque chose que là, Jules Verne n'avait pas compris. On pourra en parler devant une bière tout à l'heure si vous voulez. Alors, il y en a beaucoup, des aventuriers héroïques de Jules Verne. Il a même fait que ça. Je ne sais pas combien il a fait de romans, mais c'est plusieurs dizaines. Il en écrivait plusieurs par an. Et voilà, à chaque fois, c'est ça, dans différents domaines. Voilà, là, c'est plutôt l'aéronautique, on va dire. 20 milieux sous les mers. Vous avez ceux qui vont dans l'écorce terrestre. Voilà, bon, vraiment tous les domaines de la technologie de l'époque ont été explorés. Ça serait Elon Musk? On peut en discuter, ouais. En fait, Jules Verne, il n'a pas fait grand-chose à part écrire. Elon Musk, il a envoyé une voiture dans l'espace quand même. C'est énorme. C'est utile pour l'humanité et tout. Qui? Dans l'aventurier héroïque? Ouais, ok, c'est intéressant. Vas-y, développe, pourquoi? Ouais. Ce genre de personnage, en tout cas, ouais. Ok. Écoute, du coup, on reviendra sur ça un peu plus loin. Je vais parler de Thomas Edison, et je pense qu'on est un peu dans le même genre de personnage. Bon, lui, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Voilà, c'est vrai c'est plutôt dans ce sens-là. On se dit, ah oui, c'est vrai, il est aussi scientifique. Bon, il est les deux. Il n'est pas super-héros, ouais, il n'a pas de super-pouvoir. Il est charismatique, c'est quand même un peu un super-pouvoir. Ça compte. Voilà. Et celui-là, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Les aventures, ça, c'est le nom du film. Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. 1984. Et alors, c'est pas un nanar. Il y en a plein des nanars. Enfin, c'est pas un nanar. Après, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Lui, c'est un scientifique qui sait tout faire. C'est un génie. Il fait de la physique quantique. Il travaille essayer de trouver comment traverser des dimensions, physique dans des dimensions supplémentaires, etc. Il est star de rock. Il est pilote de chasse. Il est tout en fait. Voilà. Et donc le film, ça montre. Voilà, j'adore. Mais bon, bref, je passe. Si vous voulez, dans le côté historique, je ne vais pas trop m'appuyer, mais c'est une référence que j'avais trouvée intéressante. Cette fois-ci du côté des vrais scientifiques, ce livre qui s'appelle « Les savants aventuriers, la face cachée des grands inventeurs », qui vous montre effectivement il y a une dizaine de personnages scientifiques réels qui sont présentés dans des situations où elles ont effectivement mené de grandes expéditions. Certains qui sont allés en Égypte avec Napoléon, comme c'est montré là, mais il y en a vraiment plusieurs autres. Merci. Alors, j'essaye quand même. Non, mais c'est une bonne question. J'essaye de me restreindre quand même à gens qui ont un rapport avec la science. Lui, oui, il était aventurier. C'est un héros, ça, on peut l'appeler comme ça. Mais par contre, il m'intéresse moins, lui, du fait qu'il avait peu de rapport avec la science. Il s'intéressait et il voulait développer la science. Il l'a fait activement. Tout à fait, oui.
Alors, je vais vous montrer 2 cas que je trouve vraiment frappants de ces expéditions et de ces aventuriers. Donc, tout d'abord, une expédition géodésique, je vais indiquer tout de suite ce que c'est, en Laponie par Clairaut et Maupertuis. L'expédition, elle a eu lieu en 1736 et 1737, comme vous voyez là. Ça, c'est la première page d'un récit de cette aventure par l'abbé Réginald Houtier, qui faisait aussi partie de l'expédition. Clairaut et Maupertuis, c'est des astronomes et physiciens qui se posaient la question de la forme de la Terre. Est-ce que la Terre est allongée? Alors, est-ce qu'elle est ronde? À peu près, c'est à peu près une sphère, mais on savait que pas tout à fait. Et plus précisément, on avait des raisons de penser qu'elle était ou bien aplatie comme un pamplemousse. Ça, c'était la théorie de Newton qui indiquait ça. Du fait de sa rotation, elle était elle s'allongeait à l'équateur. Ou bien, elle avait plutôt une forme allongée comme un ballon de rugby, c'est-à-dire allongée au pôle. Ça, c'était la théorie de Descartes. Donc, pour des raisons théoriques, il y avait deux visions différentes de la Terre qui s'opposaient. Et du coup, la question se posait, mais quelle est la vraie forme de la Terre? Donc, il fallait le mesurer. Pour le mesurer, il fallait faire des mesures de géodésie. Vous avez tous vu sur le bord de la route les gens avec leur trépied puis qui regardent d'un bout à l'autre, là, qui prennent des mesures d'angle, etc. Ça, quand on fait ça précisément, effectivement, ça permet de mesurer la courbure locale de la Terre et donc de mesurer sa forme. C'est ce qu'ils ont fait. Et pour avoir des mesures précises, il fallait aller assez loin vers les pôles. Et eux, ils sont allés en Laponie. Et du coup, pour eux, c'était vraiment une expédition et c'était vraiment de l'héroïsme et de l'aventure. Héroïsme dans le sens où ils ont mis leur vie en danger pour essayer de prouver un truc. Je pense qu'on ne peut pas faire tellement plus... Enfin, moi, c'est la définition de l'héroïsme que j'ai envie de donner. Et là, c'était effectivement le cas. Et si ça vous intéresse, vous pourrez lire donc, dans ce récit fait quasiment... dans la foulée, voilà, quelques années plus tard, une personne qui raconte ce qui s'est passé et raconte les peuples qu'ils ont rencontrés, les animaux, les dangers, les moments où ils ont eu froid, etc. Donc, voilà. Et Clairaut, Maupertuis ont par ailleurs été des personnes qui ont fait avancer l'astronomie théorique et la physique en général. Donc ils étaient dans ce cadre-là aventuriers, mais c'était aussi des très 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 grands personnages scientifiques de l'époque, très reconnus. Dans le même ordre d'idée, là, je vais juste vous renvoyer vers une autre conférence. Le nom de Thomas Harriot n'est pas connu de beaucoup de monde. Thomas Harriot, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là ou non? Et c'est dommage, on l'appelle parfois le Galilée anglais. C'est quelqu'un qui vivait en Angleterre au même temps, dans la même époque que Galilée, qui a fait beaucoup de choses similaires à Galilée. Il a regardé le ciel à travers une lunette, à peu près quasiment à la semaine près, en même temps que Galilée. Il a regardé le soleil, fait des cartes du soleil, fait des cartes de la lune. Il a étudié le mouvement de chute des corps, comme Galilée. En fait, vous prenez Galilée, et lui, il l'a fait aussi. Pour diverses raisons, il est beaucoup moins connu. Il n'y en a pas un qui a plagié l'autre du tout. Ils l'ont fait de manière indépendante. Si ça vous intéresse, donc vous pourrez voir cette conférence, des quarts d'heure insolites. Ils sont tous sur YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez quart d'heure insolite, vous allez assez rapidement tomber sur celui-là, voilà, où je reviens sur ce personnage. La raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que ce Thomas Harriot, en plus d'être physicien et astronome et de ce que je viens de vous dire, il a aussi passé plusieurs années aux Américains, dans les années 1600, 1610, quelque chose comme ça. Donc une période où déjà le voyage, il n'y avait pas EasyJet, et donc le voyage était déjà en lui-même une aventure, et rester là-bas aussi, c'était quelque chose de vraiment, qui présentait beaucoup de dangers et qui demandait, à mon avis, pas mal de courage. Bon. Et enfin, troisième volet de ces aventures héroïques, un épisode que j'aime vraiment beaucoup aussi raconter. Là, je vais me calmer, je vais le faire de manière synthétique, mais là vous pourriez me lancer sur des heures, je pense. C'est l'observation des éclipses de soleil au XIXe siècle. Donc les éclipses de soleil, c'est ça, c'est quand la Lune vient cacher le soleil. Ça, c'est un événement qui est extrêmement intéressant, c'est joli, mais c'est pas seulement pour ça. C'est parce que quand il se passe ça, on voit des choses dans le ciel qu'on ne voyait pas avant. On voit par exemple la couronne solaire ici. Elle est invisible quand on n'est pas dans cette situation-là parce qu'on est aveuglé par la lumière du soleil lui-même. Et on voit aussi éventuellement des étoiles qui sont là,
qui d'habitude sont masquées parce qu'on est aveuglé par le soleil, mais quand il y a des éclipses comme ça, tout d'un coup on se met à les voir. Et par exemple, à cette époque-là, donc là je vais vous parler de 1878, une éclipse qui a eu lieu quelque part par là, je vais y revenir, les gens pensaient, il y avait des très très fortes raisons de penser qu'il y avait une planète très proche du soleil, une planète qui s'appelait Vulcain, qui était plus proche encore que Mercure. Mercure, aujourd'hui, on sait que c'est la planète la plus proche du Soleil, et on pensait qu'il y avait une planète encore intérieure à ça. Cette planète, c'est impossible de la voir dans des conditions normales. La nuit, comme elle est près du Soleil, le Soleil il est à l'autre bout il est sous l'horizon, quoi, donc on ne le voit pas. Et le jour, il y a le Soleil, donc on est aveuglé. Donc c'est juste pas possible, sauf dans ces conditions-là. Donc pendant ces éclipses, des astronomes faisaient des expéditions pour aller voir les éclipses. Et je dis faisaient des expéditions parce que ces phénomènes d'éclipses, ils ont lieu sur des distances très limitées. Donc là, vous voyez ici, pour cette éclipse de 1878, ça c'est les États-Unis, ça vous montre la bande de totalité de l'éclipse. Donc il faut être à cet endroit-là pour voir l'éclipse. Et ça dure quelques minutes, entre 5 et on va dire 10 minutes suivant l'éclipse. Donc il faut être là au bon moment. Bon, la mécanique céleste permettait déjà à l'époque de savoir quand est-ce que ça allait avoir lieu et où. C'était pas du hasard, mais voilà. Et là, celle de 1878 a eu lieu quelque part par là, enfin partout ici. Et il se trouve que en 1878, venait de se terminer la jonction du réseau ferroviaire qui partait d'ici avec celui qui partait de là. Donc il y en avait un qui faisait ça et qui arrivait là, l'autre qui faisait ça et qui arrivait là. Ici, un bled qui s'appelle Junction. Voilà, ça s'est réuni. Et du coup, il était possible, juste à cette époque-là, de venir à cet endroit-là en train d'amener des instruments et tout. Donc ça fait que effectivement, des scientifiques l'ont fait, des expéditions ont été lancées pour voir cette éclipse-là. J'ai dit que je ne serais pas trop long, donc je vais m'arrêter là pour ça. Mais voilà, ça c'est aussi une expédition vraiment au sens fort du terme. Et je vais vous montrer qui était dans cette expédition, parce que ça va me permettre de faire la transition avec la suite. Donc là, vous êtes loin, vous ne voyez rien, et vous pas normal. Bon, bref, il y a plein de gens. Tout ça, c'est en gros des astronomes qui sont venus des 4 coins du monde pour voir l'éclipse. Il n'y a pas que des astronomes. Alors, il y a des femmes ici qui sont des astronomes. Il faut quand même le noter, il y en a 2. Bon. Et il y a lui là. Donc là, c'est pour vous, c'est un pixel, on est bien d'accord. Donc ce pixel, je vais vous en montrer une photo un peu plus agrandie. Est-ce que vous savez qui est ce pixel? Oui, Thomas Edison. Yes. Donc Thomas Edison était effectivement présent à cette éclipse. Donc lui, il était américain, donc il était déjà sur le continent, mais bon, il a quand même fallu qu'il vienne de l'autre bout de la côte est là-bas. Et il est venu parce qu'il avait un appareil qui s'appelle le tasimètre, qu'on appellerait aujourd'hui un détecteur infrarouge, qui voulait tester. Il a fait plus de 1000 brevets. Il passait sa vie à faire des brevets, à tester des trucs. Donc là, il venait essayer son tasimètre et l'essayer au moment de l'éclipse pour essayer de voir si la couronne que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on ne voit qu'au moment des éclipses, émettait des infrarouges. Donc il y avait 2 paris. 1, que la couronne émet des infrarouges, et 2, qu'avec son appareil, il arriverait à la voir. Bon. Donc il était là pour ça. Donc ça me permet de faire le lien avec Thomas Edison, dont je vais vous parler un petit peu. Donc Thomas Edison, 1847-1931, donc il est vraiment à cheval sur les 2 siècles. Vous avez tous entendu parler de lui parce que c'est un inventeur, un grand inventeur et un grand entrepreneur. Ce n'est pas un scientifique, et j'insiste, je me permets d'insister parce que c'est lui-même qui le revendique. Il n'est pas un scientifique, il se dit non scientifique en fait. Il ne veut surtout pas qu'on l'appelle comme ça. Pour lui, c'était un peu péjoratif scientifique, ça veut dire quelqu'un qui fait des trucs un peu théoriques et tout. Lui, non. Lui, c'est quelqu'un, il faisait les choses, c'est comme ça qu'il se voyait. Bon. Il a inventé notamment le phonogramme, l'ampoule électrique, et on ne réalise pas très bien aujourd'hui, on va dire, le poids relatif de ces inventions. L'ampoule électrique, on retient surtout ça parce qu'effectivement, ça change la vie des gens, etc. Mais l'ampoule électrique, il a inventé, on va dire, une forme spécifique d'ampoule électrique. D'autres le faisaient aussi. Donc, son invention-là, il n'a pas inventé l'objet, il a amélioré l'objet. En revanche, le phonogramme, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une révolution. Et c'est-à-dire qu'il a trouvé un moyen d'enregistrer le son. Avant Edison, personne n'avait entendu un son qui n'avait pas été mis en direct. On ne réalise pas ça aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est extrêmement difficile de se projeter là-dedans. Mais Edison a permis ça et il est vraiment passé pour certains comme un sorcier en fait. C'était juste pas possible. On pouvait notamment, grâce à Thomas Edison, entendre la voix des gens qui sont morts.
On l'avait enregistré, les gens sont morts, et on peut quand même entendre leur voix. Les gens, il y avait vraiment des gens qui n'acceptaient pas ça, en fait, hein. Même des scientifiques. Là, c'est pareil, je ne vais pas non plus y passer 1 heure, mais quand il a présenté alors plutôt quand un de ses représentants est venu présenter le premier exemplaire du phonogramme en France, il a été très mal reçu, en fait. Les gens se disaient, mais c'est un truc, voilà, c'est une sorte de magicien de bas étage qui vient nous présenter son spectacle, mais il y a un truc, voilà, c'est juste pas possible. Bon. Je me calme. Alors, il était aussi, alors je ne sais pas si c'est fondateur de General Electric, peut-être. Il était en tout cas effectivement très engagé, je vais y revenir tout à l'heure, dans le développement de la distribution électrique aux États-Unis. Ouais. Voilà. J'y reviens juste après. Justement, parce que ça, lui aussi, donc lui on en a parlé tout à l'heure dans le quiz, Nikola Tesla, qui est aussi inventeur, lui il est scientifique, il se dit scientifique et il l'est. Alors bon, je suis toujours un peu embêté de le décrire complètement comme scientifique. On pourra en parler aussi. Bon, en tout cas, il est plus scientifique qu'Edison, il a vécu vraiment à la même époque, et on oppose souvent ces deux personnages. Ils sont issus de milieux modestes. Ils ont tous les deux fait des études qu'ils n'ont pas continuées. En particulier Edison, la légende dit qu'il est resté 3 semaines à l'école, point barre, et qu'après il s'est auto-formé. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur la légende et le sens de la légende pour eux, mais voilà. Ça en fait déjà des héros d'avance. Hein. Enfin, c'est du bon terreau pour raconter des histoires de héros avec eux. Hein. Et c'est ce que va faire l'histoire, en fait. L'histoire va en faire des héros. Je vais en parler juste après. On peut faire un parallèle entre les deux sur pas mal de points. En plus de leurs activités, on va dire normales, pour Edison de faire des brevets et pour Tesla d'essayer de développer, de faire des inventions liées à l'électricité, Tesla a cherché à communiquer avec Mars, même plus précisément, il prétend y être arrivé. Donc, il avait des dispositifs qui permettaient de recevoir les ondes électriques. Il a pointé un détecteur vers Mars et lui, il était persuadé d'avoir reçu un signal. C'était au moment où il y avait ces fameux canaux sur Mars qu'on pensait avoir détectés. Enfin, on voyait des choses, des traits sur Mars qu'on interprétait comme des structures construites par les gens qui habitaient là-bas. Donc ça semblait naturel d'essayer de communiquer avec eux. Et quand je vous dis ça, hein, les gens qui habitaient là-bas, dans les années 1870-1880, les gens y croyaient. Hein. C'était pas un truc comme ça de gogo ou je sais pas quoi. C'était tout à fait vraisemblable que des gens habitent sur Mars. Il y a bien des gens sur Terre. Bon. Donc lui, il a cherché à communiquer avec Mars. Edison, lui, a cherché à communiquer avec les morts. Donc il avait vraiment un appareil. Il a construit un appareil avec lequel il prétendait arriver à communiquer avec l'âme des gens qui étaient morts. Tout ça pour vous dire que ça aussi, ça participe à une certaine aura, alors qui dépasse celle de la science, mais du coup, pour des personnages qui auront un lien avec la fiction, comme je vais le montrer après, c'est aussi quelque chose de très très favorable. Et enfin, alors là, ça les oppose plus que ça les unit. Ils étaient tous les deux les tenants de deux manières de distribuer, de produire et de distribuer le courant électrique. Edison était partisan d'utiliser le courant continu, toujours la même tension, et Tesla, lui, était partisan du courant alternatif, celui qu'on a aujourd'hui sur nos prises électriques. Donc quelque chose qui varie, enfin bref, le courant électrique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ça a donné lieu effectivement à ce qu'on a appelé la guerre des courants entre ces deux personnes. C'était une guerre commerciale, une guerre de communication qui pouvait être assez violente. Alors ils ne se sont jamais tapés dessus, mais il y a eu des victimes quand même. Hein. Il y a eu des animaux qui ont été électrocutés pour montrer à quel point le courant alternatif était dangereux. Donc ça, c'est Edison qui a fait ces expériences. Tesla, lui, n'est pas arrivé jusqu'à... C'est plutôt lui le méchant. C'est plutôt Edison le méchant dans ce cas. Non, je ne veux pas me prononcer. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, mais je préfère Tesla. Et il se trouve que ce sont aussi devenus assez rapidement des personnages de fiction. C'est-à-dire que des gens ont écrit des romans dans lesquels les personnages, c'était Edison. Vous avez ici un roman qui s'appelle La conquête de Mars par Edison, Edison's Conquest to Mars, de Gareth Serviss, qui date de 1898. Une histoire rocambolesque qui se situe vraiment dans la lignée de la guerre des mondes. Ça se situe après la guerre des mondes, en gros, voilà, la suite de la guerre des mondes, où cette fois-ci on va se venger, on va sur Mars. Mais là, les gars, vous allez voir, on arrive. Bon. Et dans ce roman, il y a Thomas Edison qui est mis en scène, mais il est aussi accompagné de Kelvin et de Röntgen, qui sont aussi des grands scientifiques de l'époque.
Et dans ces eaux-là aussi, même un peu plus tôt, il y a un roman de l'Ève futur de Villiers de l'île d'Adam, qui date de 1886. Il est dans la Pléiade, ce roman, donc si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime ce genre de truc, c'est un beau cadeau. Moi, je l'ai déjà, hein, c'est bon, ne vous embêtez pas. Et où là aussi, le personnage principal, c'est Edison en tant que savant, capable de faire des miracles technologiques. Tesla, lui, n'échappe pas non plus à son sort de personnage de roman. Il y a un roman qui s'appelle To Mars with Tesla, publié en 1901, où, rebelote, on va sur Mars, mais cette fois-ci, c'est Tesla qui dirige le navire et non pas Edison. Et ces deux personnages-là, ça illustre vraiment le fait que c'est facile pour des scientifiques de devenir des personnages de fiction et que l'image des personnages de fiction, elle affecte aussi la manière des gens, la manière des scientifiques de communiquer et d'être des scientifiques. Là, vous n'avez rien compris. Je vais le montrer sur un exemple. Ça, c'est une autre BD. Non, ça, je vais passer. Vous pourrez aller voir Jean-Noël Lafargue sur ce qui s'appelle Le Dernier des blogs. C'est un informaticien qui connaît vraiment très, très bien le monde de la BD, qui analyse cette image où, lui, on va pas refaire l'interro. Vous savez qui c'est, lui ? Ouais, Red Richard, donc du coup, oui, c'est marqué là en plus. C'est le contraire, c'est Red Richard. Et ici, donc Fatalis, et il analyse cette image en disant que ça, en fait, c'est Edison, l'Américain riche par ses brevets, etc. Et ça, c'est Tesla, le gars qui vient d'un pays que personne ne connaît, immigré, qui a commencé dans la misère, et voilà. Bon. Je vous laisserai chercher, c'est le côté frustrant, vous irez voir. Pour Tesla, je vous inviterai à aller voir ça si vous voulez des détails sur la vie de ce personnage et son rapport avec la science, la vraie science du coup. Donc c'était dans un quart d'heure insolite, vous le trouverez si vous le cherchez. Et alors, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Edison est devenu un personnage de fiction, est devenu un héros de fiction, et il a beaucoup joué sur ça en fait. C'est-à-dire que lui, Edison, il est inventeur, son boulot c'est d'arriver à vendre des trucs. Alors, à faire marcher des trucs, après à vendre des trucs. Son image, c'est fondamental. Il faut que les gens croient en lui. Il faut que cette image de génie soit là. Et son histoire à lui, elle est devenue celle d'un super-héros. Je vais vous projeter tout de suite le début d'un article. Je vais le faire en même temps que je le dis. Pardon. Là, vous voyez rien, mais c'est pas. Je vais le grandir après. C'est un article qui a été publié dans Pour la Science en février 97. Ça raconte un épisode du début de la vie d'Edison. On va le lire ensemble. Ça fait vraiment que quelques lignes. Voilà. L'employé des chemins de fer de la gare de Saint-Clément, Mackenzie, raconte. Le train manœuvrait. Il était allé prendre un wagon sur la voie de garage et lui avait donné une poussée suffisante pour que, tout seul, il rejoigne le fourgon sur la voie principale. Edison, resté sur le quai, se retourna par hasard et vit mon petit Jimmy, inconscient du danger, qui jouait sur cette voie. Il jeta sa casquette ainsi que les journaux qu'il avait sous le bras, se précipita au péril de sa vie pour sauver son petit ami. Ils plongèrent de la voie au moment où le wagon arrivait. On les retrouva, la figure incrustée de cailloux du ballast. Pour le remercier, Mackenzie lui offrit de lui apprendre la télégraphie, puis début d'une grande carrière, génie, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire d'Edison, elle commence comme ça. Et très honnêtement, la vraie histoire, je veux dire celle des historiens, n'a aucun moyen de savoir si l'histoire qui est ici est vraie ou pas. C'est Edison qui raconte ça en fait. Donc on peut tout à fait envisager qu'il ait créé sa légende ou qu'il ait contribué à créer sa légende. Je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais c'est juste ça, cette vision-là que les gens avaient d'Edison, ça l'a aussi beaucoup aidé. En particulier aux États-Unis, où la notion de quelqu'un qui part de rien et qui arrive à tout, elle est extrêmement valorisée, hein, plus qu'ailleurs. Autre catégorie, l'idéaliste. Alors là, je vais commencer par les vrais historiens. Donc, idéalistes, c'est ceux qui croient en la science, qui pensent que la science, c'est quelque chose de pur et qui va amener l'humanité à du mieux. Voilà, pour le dire rapidement. Est-ce que vous connaissez certains des savants qui sont là ou vous connaissez leur domaine de recherche ? C'est pas évident, ils sont pas. Les noms vont vous parler, mais c'est vrai que c'est pas forcément des personnages qu'on voit. Ça là, ça vous dit pas ce que c'est comme discipline ? Ça c'est de la relativité effectivement, ouais. Merci. Alors voilà, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Hans Bethe,
et Léo Szilard. Pardon. Lui, vous le connaissez peut-être moins. Il a beaucoup travaillé avec Einstein. C'était quelqu'un qui, je vais dire pourquoi tout de suite, a joué un rôle important. Hans Bethe, c'est un physicien nucléaire qui a vécu centenaire, qui a publié jusqu'à l'âge de 98 ans des trucs intéressants. Il a bossé, mais vraiment jusqu'au bout, un truc de fou. Robert Oppenheimer, je pense que lui, vous avez entendu son nom, et Enrico Fermi, peut-être aussi, physicien nucléaire. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Pourquoi est-ce que je les mets dans la catégorie idéaliste? Ça, c'est des gens qui, à un moment dans l'histoire, ont cru qu'effectivement, en travaillant ensemble et en faisant avancer un domaine très particulier de la science, ils allaient sauver le monde. Donc ce sont les gens qui ont travaillé sur le projet Manhattan. Oui? Très bien, ok, ça sera intéressant de voir comment est présentée l'histoire. Alors c'est des sujets qui sont effectivement polémiques, parce qu'on peut être idéaliste, on peut admettre que ces gens sont des idéalistes et ne pas être d'accord avec leurs idéaux. Donc là, il peut y avoir débat. Mais en tout cas, qu'eux aient cru à ça, il n'y a aucun doute. Donc voilà, on en rencontre des gens comme ça. Donc il y a eu ceux-là. Il y en a eu d'autres à cette époque-là aussi, du côté des Allemands aussi. C'était un moment où le patriotisme jouant, des scientifiques se sont dit qu'ils allaient effectivement sauver leur monde à eux en détruisant l'autre. Bon. Au passage, alors non, il y a quand même un... Ouais, j'hésitais à vous le dire, mais je suis là pour ça aussi. Allez. Cette question d'idéal, c'est, on l'a rencontré beaucoup plus tard dans l'histoire, ça a continué, et il y a une théorie qui a été adoptée massivement et dont notre monde aujourd'hui est le résultat, qui est due à quelques idéalistes, c'est la théorie de la dissuasion nucléaire. Vous savez ce que c'est, la théorie de la dissuasion nucléaire? C'est le fait que si on veut la paix, il faut armer tout le monde jusqu'aux dents. Et comme ça, le premier qui tire, il détruit tout le monde, donc personne n'osera. C'est assez fou quand même. Bon, bref, parenthèse. Donc voilà, il y a des idéalistes aussi qui ont mis leur idéalisme dans ce type de pensée. Bon, bref. Alors dans la culture, je voulais vous en présenter deux qui viennent de la même BD. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est quand même assez connu. Watchmen. Qui a déjà lu une partie de ça au moins, Watchmen? Ok. Bon, une personne, mais là, du coup, ça vaut le coup. Bon, effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, vous avez dans cette BD, donc c'est une BD de super-héros, pour le dire rapidement, mais je dirai à la fin pourquoi ça va un peu plus loin. Et vous avez ce docteur Manhattan, c'est pas un hasard, le Manhattan, qui est un personnage, un physicien nucléaire qui, après un accident, comme tous les super-héros, acquiert des super-pouvoirs. Et ce personnage, effectivement, tout au long de la BD, essaye de rationaliser certains des problèmes que rencontre l'humanité. J'y reviendrai aussi à la fin. Et pour lui, la solution, c'est effectivement la science dure. Voilà, la recherche, la science dure, etc. Vous avez dans la même BD un autre personnage, qui est Ozymandias, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est dans la BD l'homme le plus intelligent du monde, qui est aussi, du coup, scientifique. Enfin, du coup, je ne sais pas, on peut être intelligent sans être scientifique, mais lui, il se trouve qu'il l'était. Et là, je ne vais pas du tout spoiler, mais ces deux personnes arrivent à des réponses très différentes, en étant tous les deux idéalistes, à la question de comment sauver le monde. La BD expose un problème, le monde est en danger, je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, etc. Et les deux parviennent à des solutions, mais vraiment radicalement différentes. Et enfin, l'alchimiste, le personnage de l'alchimiste, donc dans la typographie que je vous ai montrée depuis le début, là, l'alchimiste, c'est le savant qui se lance dans quelque chose qui va le dépasser. Il manipule des forces qui sont trop grandes pour lui. Donc là, on en a beaucoup. Là, du coup, ça date même de bien avant les BD. C'est même les mythes. Et là, je vous invite à aller voir aussi ce quart d'heure insolite, le dernier que j'ai donné là en janvier dernier, quand la science fait peur, où je m'intéresse dans cette conférence justement au lien entre la science et les mythes. Donc les mythes liés en particulier à la connaissance. Voilà. Donc il y a celui-là de Frankenstein, le mythe de Prométhée, le mythe de Faust, il y en a d'autres. Et je trouve assez intéressant de voir comment est-ce que ces personnages en fait se raccrochent à nos peurs les plus profondes et des peurs qui existent encore dans le monde de la science et de l'image en tout cas qu'on se fait de la science. Bref, donc ça c'est l'alchimiste.
Et pardon, je vais dans le mauvais sens. Et alors, pour illustrer dans la vraie histoire cette notion d'alchimie, j'ai choisi quelque chose qui peut paraître anecdotique. Ce que je vous montre ici, c'est un vrai titre d'article. Donc, Archive, ici, c'est un endroit où les scientifiques vont aller mettre leurs publications avant qu'elles soient acceptées ou après d'ailleurs. Mais bref, c'est un endroit où on peut librement consulter les publications des collègues, notamment en physique des hautes énergies ou en astrophysique. Ce n'est pas tous les domaines de la physique, mais dans les domaines dans les hautes énergies, oui. Et cet article, écrit en 2001, qui s'appelle « Black Hole at the LHC », donc les trous noirs au LHC. LHC, c'est le grand accélérateur de particules qui se trouve à Genève. Vous avez tous entendu parler de ça, hein, au CERN, voilà, l'anneau de 27 km qui est là-bas, qui accélère des particules et qui fait des chocs. Et voilà, ce que dit, je vais vous traduire en direct le petit bout d'abstract ici, je ne l'ai pas mis en entier, je mets juste le bout qui m'intéresse. Si l'échelle de la gravité quantique est proche du TeV, le LHC va produire un trou noir toutes les secondes. Le trou noir va se désintégrer de manière rapide, va se désintégrer dans des photons durs et rapides, ainsi qu'en des leptons chargés, ce qui est une signature claire dans un fond qui, lui, sera faible. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc cet article, et ce n'était pas le seul du tout, mais indiquait que voilà, au LHC, quand on va l'allumer, on va produire des trous noirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu un petit moment de panique quand même dans la presse, en se disant mais les gars, vous n'avez pas peur là, on va quand même faire un truc de fou quoi. Oui, bah oui, voilà, bon. Alors là, il dit quand même que oui, mais c'est bon, ça va se désintégrer, donc ça va, mais est-ce qu'on a vraiment confiance? C'est-à-dire que c'est des théories, les théories peuvent se tromper. Est-ce qu'on prend le risque d'appuyer sur le bouton, sachant qu'il y a le risque qu'on produise un truc qui s'appelle un trou noir? Et je vous rappelle qu'un trou noir, effectivement, sa propriété, c'est d'absorber tout ce qui se trouve autour de lui, c'est-à-dire le petit appareil qui entoure le LHC, Genève. Bon, ça absorbe Genève, on ne va pas en faire un drame, on est bien d'accord. Hein, bon. Après, la Suisse, pareil, la planète Terre, et voilà, pouf. Après, ça s'arrête là parce que ça ne touche pas grand-chose d'autre. Enfin, ça s'arrête là pour un temps. Mais la Terre est entièrement absorbée, disloquée. Hein, on n'existe plus. Hein, on est dans le trou noir. Bon, ça fout un peu les jetons quand même. Hein. Et ce qui est donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les personnages de l'alchimiste dans la science. C'est ça se traduit comme ça, et ça arrive souvent ce genre de situation. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment est-ce que les scientifiques eux-mêmes ont répondu à cette peur. Hein. Et il y a eu, à mon avis, des réponses très mauvaises et des réponses très bonnes. La très mauvaise, c'est, par exemple, si vous allez voir sur le site de Jean-Pierre Luminet, qui est un excellent physicien, il n'y a aucun souci sur ça, mais quand il a abordé ça, il fait des pages comme ça de calcul, en indiquant oui, mais là, le trou noir, on envoie des trucs avec une énergie de temps de TeV, on le met avec un machin, donc comme il y a un seuil, c'est bon, ça va pas... Personne, si vous n'êtes pas dans le domaine, ça ne vous parle absolument pas. Quoi. Vous n'avez pas plus confiance dans ça que dans ce qui est écrit là en disant mais c'est bon, ça va s'évaporer. Quoi. Et en fait, la réponse qu'ont fait les scientifiques à ce moment-là ne s'adressait juste pas à la bonne personne. Les scientifiques eux-mêmes, ils étaient absolument persuadés, à tort ou à raison, hein, mais que les trous noirs qui allaient être créés, s'ils étaient créés, n'allaient pas détruire la Terre. Ils ne sont pas fous non plus, ils n'auraient pas appuyé sur le bouton. Sinon. Bon. L'autre réponse qui était donnée par certains scientifiques, c'est mais on se calme. Ça, là, c'est ce qui se produit tous les jours dans l'atmosphère. Ce que fait le LHC, c'est d'envoyer une particule sur une autre à grande énergie. Nous, la Terre, on est bombardé en permanence de rayons cosmiques, des particules qui ont des énergies même beaucoup plus grandes que celles-là. Donc les réactions qu'on va faire de manière contrôlée au LHC, elles sont faites de manière non contrôlée dans l'atmosphère. Donc si ça arrive au LHC, ça ferait bien longtemps que ça serait produit dans l'atmosphère et que la Terre aurait été absorbée. Moi, ça me rassure plus en tant que citoyen, on va dire, que l'argument précédent. Alors, LHC a été allumé et on est toujours là. Déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cet argument est ressorti à plusieurs moments pour différentes raisons, parce que quand le LHC est monté en énergie, le risque est resurvenu. Genre, oui, là, il n'y en a pas eu, mais peut-être qu'il y en aura la prochaine fois. Bon, bref. Et alors, du coup, je vais essayer de conclure, d'envelopper tout ça et d'arriver à une conclusion. La question à laquelle j'essayais d'arriver, c'est les scientifiques peuvent-ils sauver le monde? Et la première question d'abord qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire? En soi, elle ne veut rien dire, cette phrase, sauver le monde, mais de quoi? C'est quoi la menace? Dans le monde des comics, c'est assez simple. Dans le monde des comics, vous avez des criminels. Et
ils commencent tous comme ça. Hein. Je fais ça parce qu'il va y avoir un arc, mais Spider-Man, il commence par aller attraper les gens qui cambriolent les banques. Voilà. Bon, on a vite fait le tour et on ne fait pas une série de 10 ans avec ça. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Alors du coup, il est super méchant. On va introduire des gens qui eux-mêmes ont des pouvoirs qui commencent à pouvoir tenir tête aux super gentils et on va faire se battre tout ce monde-là. Là, ça peut durer longtemps, hein. Ça dure encore, voilà. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir lassant aussi. Et du coup, est introduit une troisième menace planétaire ou cosmique, qui fait d'ailleurs souvent appel à des super méchants. Mais genre, voilà, il y a moyen que notre univers tout d'un coup disparaisse ou notre planète disparaisse. Et du coup, sauver le monde aujourd'hui pour les super-héros, c'est quand même plutôt ça. Et quand on voit les adaptations de comics au cinéma, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il se trouve que ça colle pas mal avec le monde dans lequel on vit. Une menace planétaire, voire cosmique. Alors cosmique, non, mais des menaces planétaires, on en a quand même un certain nombre aujourd'hui qui peuvent rendre inquiet. Alors je ne vais pas plomber l'ambiance, hein, je ne vais pas du tout faire la liste, mais il y en a. Bon. Et du coup, la question à laquelle je vais essayer d'apporter un élément de réponse, mais c'est plutôt pour engager une discussion, est-ce que les scientifiques peuvent sauver le monde de cette menace-là? La menace environnementale en particulier, mais il y en a aussi d'autres. Et là aussi, avant d'apporter l'élément de réponse personnelle à cette question, je m'appuie sur 2 réponses qui ont été données que je trouve extrêmement intelligentes, mais vraiment. Celle de Watchmen, donc la BD dont j'ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, je vais pas spoiler, hein, ne vous bouchez pas les oreilles, je ne vais pas du tout dire comment ça finit, mais là, la réponse clairement est non, les scientifiques ne peuvent pas sauver le monde. Il faut faire autrement, et notamment par des voies politiques. Il faut manipuler les gens, il faut leur faire croire des trucs, et voilà. Et il y a une solution qui est apportée aux problèmes qu'on rencontre. Alors là, c'est plutôt des problèmes, on va dire, géopolitiques et des problèmes sociaux, mais voilà, ils sont résolus d'une manière dans laquelle la science a finalement assez peu de rôle à jouer. Dans Interstellar, là, c'est vraiment le total opposé. Le monde est... qui a vu Interstellar parmi vous? Bon, je vais essayer de ne pas spoiler non plus, mais un petit peu plus quand même. Donc le monde est en train de mourir pour aussi une catastrophe d'ordre écologique. Et la solution, là, elle vient vraiment de la physique dure. C'est-à-dire que le héros parvient à trouver un moyen de résoudre une équation absolument inécrivable. Et voilà, enfin, juste une équation qui fait 12 tableaux. Il arrive à résoudre cette équation qui permet de manipuler la gravité, qui permet en particulier de manipuler le temps. Parce que je vous rappelle que la gravité, c'est une manifestation de l'espace-temps. Donc, qui sait manipuler la gravité sait en quelque sorte manipuler le temps. Et du coup, ça permet, alors vous regarderez le film, mais ça permet justement de mettre en œuvre une solution au problème de l'humanité. Et l'humanité s'en sort grâce à ça. Donc, on a 2 propositions ici qui sont vraiment extrêmement différentes. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ces 2 œuvres-là, c'est que précisément le super méchant, à chaque fois, c'est pas un truc qu'on va inventer, c'est pas super courgette, quoi. Voilà. On va le mettre contre super brocoli. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Voilà, on a super brocoli, comment on va faire pour... Non, là on a un problème dans lequel on se reconnaît parce que c'est le nôtre. Et comment est-ce que les cinéastes ici ou l'auteur de BD a imaginé qu'on pourrait arriver à une solution. Alors pour le Interstellar, je vous envoie vers le tout premier quart d'heure insolite qui était dédié à une analyse de ça. J'étais venu en parler ici aussi l'année dernière. Et voilà, alors je termine en quelques secondes sur un élément de réponse, mais encore une fois, c'est une ouverture vers un dialogue avec vous. Est-ce que la science peut sauver l'humanité? Je pense, moi en tout cas, qu'elle participe à la solution, ne serait-ce que pour caractériser les problèmes. Si on sait aujourd'hui qu'on est dans un monde qui va droit dans le mur, c'est parce que la science nous le dit, c'est pas juste en regardant dehors, c'est en extrapolant, en mesurant, en faisant des modèles, etc. Je pense aussi sincèrement qu'une solution aura un aspect scientifique, pas le seul. Il y a aussi tout un tas de volets, c'est là que ça se complique. Il y a aussi un volet politique, culturel, économique, social. Enfin, il y a tout un tas de pans aux problèmes actuels qui viennent s'entremêler et qui font que ça va être compliqué de trouver une solution. Mais en tout cas, ça sera un effort collectif. Et je vais terminer sur ça. Il se trouve que effort collectif, les scientifiques, ils savent quand même bien faire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Ça, c'est un détecteur de particules. Vous avez un bonhomme ici.
Ça, c'est un bonhomme. Ça, là, c'est un des détecteurs de particules qui est au LHC, ce que je présentais tout à l'heure. Ça s'appelle Atlas. Donc, bon, vous ne mettez pas ça dans votre garage, hein, on est bien d'accord. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que pour construire ça et pour faire cette expérience et pour analyser les données qui sortent de ça, il faut travailler à plusieurs. 263 instituts, 47 pays, 6145 participants. Il y a 6145 personnes qui ont, alors pas que des scientifiques chercheurs forcément, vous avez aussi des ingénieurs et des techniciens, des personnels administratifs, mais voilà. Et du coup, pour vous montrer à quoi ressemble une publication, là c'est la publication qui donne la mesure de la masse du boson de Higgs, mais peu importe à la limite. Un article scientifique, ça se présente comme ça tout le temps, hein. Il y a un titre. Ça, c'est un abstract, c'est un résumé pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à lire l'article. L'article, et puis voilà. Et là, il y a les auteurs. Ici, vous avez une ligne, juste avec marqué GAAD et al. Et al, ça veut dire et collaborateurs, et une petite étoile. Et ça vous dit allez voir la fin pour la liste des auteurs. On va voir la fin. Donc, effectivement, à la fin, vous avez ça, ça. En fait, voilà, ça. Et il y en a 16 pages comme ça. Ça, c'est la liste des auteurs, des gens qui ont écrit l'article. Alors, il y en a parmi eux qui n'ont certainement jamais lu l'article, hein. Enfin, qu'on soit clair, voilà. Mais il y a là-dedans 5000 personnes qui ont signé un article. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, collaborer à beaucoup de personnes sur un sujet bien précis, les scientifiques savent faire. Bon. En tout cas, on peut leur faire confiance, je pense, pour ça. On est loin de ça. Hein. Donc ça, c'était le Octopus qui fait son expérience son expérience nucléaire. Bon, c'est en fait un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. Je termine sur cette image. Les 5000 personnes de tout à l'heure de scientifiques, moi je les vois vraiment comme ça. C'est des personnes qui sont toutes très différentes. C'est comme des engrenages. On a un gros tas d'engrenages. Chacun est un rouage et apporte quelque chose. Il y a plein de moyens de mettre tout ça ensemble. Il faut évidemment coordonner tout ça. Si on fait un tas d'engrenages, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi que ces gens apprennent à travailler ensemble. Mais il y a beaucoup de force là-dedans. Et à mon avis, on va dire la difficulté aujourd'hui pour résoudre les problèmes de l'humanité, c'est pas tellement de faire travailler les scientifiques ensemble, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Les scientifiques, les politiques, les gens qui font de l'économie, etc. C'était mon petit point de vue personnel. Je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Et puis on pourra discuter au coin bar là-bas après si vous le souhaitez. Je vous remercie.